Palestine, une terre 2 fois promise. Le 15 mai 1948, Israël proclame son existence et provoque l'exode de centaines de milliers de Palestiniens. Depuis, l'histoire du Proche-Orient a été dominée par de multiples tentatives de régler le conflit entre l'État juif et les Palestiniens, sans succès. En 2001, des hommes de bonne volonté décident de reprendre les négociations là où elles avaient été laissées. Ce film retrace l'histoire de ces pourparlers informels, connus sous le nom d'Initiative de Genève. Tout commence à Genève, en octobre 2001. Alexis Keller, un universitaire suisse, propose à Yossi Beline, un ancien négociateur d'Oslo, d'organiser de nouveaux pourparlers officieux. Le politicien israélien demande à un autre habitué des discussions, le Palestinien Yasser Abed Rabot, de le rejoindre. Beline et Rabot sont les chefs de file des 2 délégations. La vingtaine d'hommes qui prennent part aux discussions ne sont mandatés par aucun gouvernement. Leur objectif est de montrer qu'en négociant de bonne foi, Israéliens et Palestiniens pourront parvenir à une coexistence pacifique. 3 hommes jouent un rôle crucial dans ces négociations. L'Israélien Daniel Levy, un proche de Yossi Beline, a déjà été associé à des pourparlers officiels. Le Palestinien Reis Al-Omari, issu d'une famille de réfugiés en Jordanie, a été conseiller juridique lors de négociations antérieures. L'Américain Robert Malley a été auparavant conseiller du président des États-Unis Bill Clinton sur la question du Proche-Orient. Ces discussions secrètes ont pu être filmées. Pendant 2 ans, entre les Alpes suisses, Zurich, Ramallah, Tel Aviv, Londres et la Jordanie, les négociateurs de Genève ont tenté de résoudre les 5 points chauds du conflit. Le partage des territoires, la sécurité, le problème des prisonniers, le sort de Jérusalem et la question des réfugiés. Le premier enjeu est aussi l'un des plus délicats, la question de la terre. Près de 7 millions d'Israéliens et plus de 3 millions de Palestiniens se partagent un espace restreint, à peine les 2 tiers de la Suisse. Aucune des 2 parties n'a jusqu'alors réussi à trouver un accord sur une ligne de frontière qui rendrait possible la coexistence pacifique de 2 États. Le point de référence pour les négociateurs, ce sont les frontières d'avant 1967, quand Gaza et la Cisjordanie n'étaient pas des territoires occupés. Mais les Israéliens souhaitent en modifier le tracé afin d'intégrer les colonies juives de Cisjordanie situées près de cette frontière. En échange, ils proposent des morceaux du territoire israélien aux Palestiniens. On ne peut pas dire qu'on est pour une logique, pour un accord équitable, mais que les échanges de territoires ne seraient pas équivalents. Donc je crois que ce n'était pas un des problèmes les plus difficiles. Ce qui est difficile, c'est ensuite de définir quel territoire serait annexé, quel territoire serait échangé. Ça, c'est difficile, et là, il a fallu énormément de discussions. Lors des négociations secrètes de Londres en février 2003, la question des colonies est âprement débattue. Yossi Beline, homme de gauche, n'est pas un fervent défenseur des colons. Mais il sait qu'il ne peut abandonner toutes les implantations juives de Cisjordanie. La majorité des Israéliens ne sont pas prêts à l'accepter. En face de lui, Hicham Abdel-Razek, ministre prisonnier de l'autorité palestinienne, réplique dans un hébreu appris au cours de ses longues années de captivité. Il conteste la présence de colonies qui morcellent le territoire palestinien. La colonie de Gush Etzion va couper la route. D'après la carte israélienne, il va falloir traverser la route pour passer en Cisjordanie. Ce n'est pas possible. Non, vous étiez d'accord sur Gush Etzion. Vous avez dit « OK ». Étant donné les circonstances, les Palestiniens peuvent vivre avec Gush Etzion et avec Ma'ale Adumim. Nous comprenons bien qu'Ariel n'est pas acceptable. C'est pas facile pour nous d'abandonner Ariel. Ariel est une colonie qui pose problème. Moi, je pense que cette colonie, vous devez la laisser tomber. Vous n'avez aucun besoin d'Ariel et de Kedumim. Vous devriez concentrer les colons le long de la frontière.
Pour moi, Ariel a été construite il y a des années, et c'est une colonie juive très importante. Mais nous comprenons qu'il est très difficile de défendre Ariel, parce que cette colonie est au cœur de la Samarie. Donc on a accepté de l'évacuer, ok ? C'est vrai que vous acceptez d'évacuer des colonies. Mais ce que nous cherchons, c'est une solution historique. Et pour une solution historique, les deux parties doivent faire des concessions douloureuses. Ce n'est pas parce que les Israéliens occupent aujourd'hui cette terre qu'on doit leur faire un cadeau. C'est à eux de payer. Les Palestiniens payent aussi puisqu'ils donnent déjà 78% de la Palestine. Le débat n'avance pas. Yossi Bellin tente en vain de faire accepter à la délégation palestinienne le maintien de certaines colonies en Cisjordanie. Il est épaulé par une figure de la gauche israélienne, le général Amnon Lipkin Shahak. Ce militaire a gagné ses galons sur le terrain lors des guerres des 6 jours et du Kippour. Il défend le nouveau tracé de la frontière que propose sa délégation et essaye d'infléchir la position des Palestiniens. Les avantages de cette carte, c'est tout d'abord qu'elle n'oblige pas un seul Palestinien à se déplacer. Tous les Palestiniens, je dis bien tous les Palestiniens, resteront là où ils sont. Alors que de notre côté, près de 140 colonies seront évacuées. On vous donne des terres pour que ces colons puissent construire de nouvelles maisons. Je ne pense donc pas que ce sera un problème de les réinstaller. Samir El-Abed, vice-ministre du plan de l'autorité palestinienne, est le cartographe de la délégation. J'en reviens aux 2 exemples que vous avez mentionnés. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les Palestiniens qui ont dû tout quitter et les colons. Bien sûr, tous sont des êtres humains, mais leurs situations sont différentes. Les colons, eux, sont tout simplement venus de Brooklyn pour bénéficier de maisons bon marché, de terrains bon marché, tout ça exonéré d'impôts ou presque. On ne peut pas comparer. Toutes les discussions sont légitimes. Chaque partie peut venir avec ses problèmes, ses soucis, ses interrogations. Il n'y a pas de choses plus importantes, d'autres moins importantes. On ne peut pas dire ça. Une fois que vous avez exprimé votre colère, vous pouvez revenir vous asseoir autour de la table et passer aux problèmes concrets. À Genève, on a systématiquement essayé d'éviter le côté émotionnel des choses. Nous avons tenté d'éviter de blâmer les autres et de regarder vraiment les faits, les solutions. Il y a 2 manières de gérer les conflits. Soit vous vous penchez sur votre histoire, sur le passé, soit vous tournez vers le futur. Il faut se souvenir de la dynamique qui existait à ce moment-là dans la pièce. Parfois, on est en présence du choc de 2 histoires. Et ce n'est pas fréquent de voir tout le monde d'accord, se dire « avançons, comment allons-nous résoudre les problèmes ?» Les 2 équipes de négociateurs sont imprégnées de leur propre histoire nationale. Ce sont des gens qui croient en une solution, qui croient en la paix, qui sont contre la violence, qui pensent qu'on peut y mettre fin. Mais les Israéliens ne sont pas devenus Palestiniens et les Palestiniens ne sont pas devenus Israéliens. Les 3 jours de négociations secrètes de Londres touchent à leur fin. Les 2 camps ne parviennent pas à s'entendre sur le tracé d'une frontière qui engloberait certaines colonies. Les Israéliens font part à Alexis Keller de leur désaccord. Cette carte ne passera jamais auprès des Israéliens. C'est impossible. Impossible. Les Israéliens avec lesquels je discute sont extrêmement agacés par le peu d'empressement montré par les Palestiniens de conclure et d'avancer. J'ai le souvenir de Londres comme un échec. Au même moment, le gouvernement israélien a lancé la construction d'un mur dit de sécurité. Cette barrière de béton entre Israël et les territoires palestiniens ne respecte pas le tracé de la ligne verte et annexe de fait environ 600 km² de territoire palestinien, soit plus de 10% de la Cisjordanie. En octobre 2003, les discussions reprennent en Jordanie. Avec la même ardeur, on examine les cartes, village par village, mètre par mètre. La seule colonie de Givat Zev, située au nord de Jérusalem, fait l'objet d'heures de débats. Les Israéliens souhaitent conserver cette importante colonie, mais les Palestiniens en réclament la partie est. Les 2 délégations font appel aux médiateurs suisses et une navette se met en place. Ce sont les Suisses
qui viennent présenter les propositions israéliennes à la délégation palestinienne. Il n'y a pas de texte sur Givat-Zev. C'est un problème de carte. Donc, je leur ai rapporté que pour vous, le corridor qu'ils vous ont présenté hier est inacceptable. Il faut que les cartographes des deux délégations se penchent sur Givat-Zev et regardent si le morceau de route est suffisant. Oui, mais le problème ne porte pas seulement sur la route. Il y a deux problèmes sur Givat-Zev. La route en est un, mais il y a aussi la partie est de la colonie qui doit revenir aux Palestiniens. Et ça, c'est... Désolé, c'est notre faute. Ce n'était pas clair pour nous. C'est notre faute. Nous allons en rediscuter. Cette fois-ci, les médiateurs suisses reconnaissent qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. Retour à la case départ, dans la salle de la délégation israélienne. Apparemment, la partie est de Givat-Zev est entièrement palestinienne. Et je ne sais pas vraiment si les Palestiniens... Et alors ? Eh bien, ils revendiquent cette partie-là, bien sûr, puisqu'elle est apparemment palestinienne. Un accord est finalement obtenu. La colonie de Givat-Zev sera annexée par Israël. Mais les Palestiniens récupéreront en compensation un morceau de territoire israélien. C'est ce principe d'échange de territoire de superficie égale qui régit l'accord. Les Palestiniens cèdent aux Israéliens 2,5% de la Cisjordanie, incluant d'importantes colonies. En compensation, les Palestiniens reçoivent une surface équivalente de territoire israélien. Donc on s'est accordé sur le fait que 67 serait la frontière et que certaines colonies proches de cette ligne resteraient sous souveraineté israélienne. Les Palestiniens seraient compensés par des morceaux de territoire de même dimension en Israël. Et là, pour la première fois, Israéliens et Palestiniens peuvent montrer à leur population, voilà, c'est concret, c'est viable, et cela répond aux besoins vitaux et des Israéliens et des Palestiniens. Donc oui, c'est une des grandes réussites de l'accord. La nouvelle carte est historique. Près de 40 ans après la guerre des 6 jours, on en revient presque aux frontières de 1967. Mais le souvenir des conflits israélo-arabes reste présent dans les pourparlers qui suivent sur la sécurité, une priorité pour les Israéliens. Pour un pays qui a connu 5 guerres en moins de 50 ans, la question militaire et sécuritaire reste une obsession. En février 2003, à Londres, les négociateurs israéliens cherchent à réduire au maximum la capacité de nuisance de leurs voisins palestiniens. La non-militarisation du futur État palestinien est d'ores et déjà acquise. Après avoir lu tout ça, ce qu'on a essayé de faire, Daniel et moi, même si nous ne sommes pas des militaires, c'est de nous casser la tête pour comprendre ce que signifie véritablement la sécurité pour Israël. Dans les négociations de Genève, il y avait quelque chose qui apparaissait déjà dans les négociations précédentes. Une sorte de consensus établi, quelque chose que les deux équipes de négociateurs considéraient comme acquis. La non-militarisation de l'État palestinien faisait déjà consensus avant Genève. Pour discuter des questions de sécurité, les Israéliens alignent des hauts gradés, parmi lesquels Gideon Schaeffer, ancien général de l'armée de l'air, Shlomo Braun, ancien commandant de division. En face, la délégation palestinienne compte des universitaires peu au fait des questions militaires. Le physicien Nabil Kassis, l'architecte Sami Al-Abed, l'historien Nazmi Al-Jubeh. La balance ne penche pas en faveur des Palestiniens lorsqu'est abordé le sujet du jour, les stations d'alerte, ces postes militaires israéliens qui seront implantés en territoire palestinien. On a décidé qu'il y aurait 2 stations d'alerte, l'une dans la région de Naplouse et l'autre dans la région de Ramallah. Vous en avez une à Ribal, n'est-ce pas? Vous en avez une. Donc quel besoin d'en avoir une autre à Ramallah? Il vous demande pourquoi en avez-vous besoin d'une seconde. Ce sont 2 choses complètement différentes. Celle de Ramallah est une station radar. L'autre est une station d'écoute.
Cette discussion sur les stations d'alerte était très étrange. Je ne suis pas un expert, mais je continue à penser, après avoir parlé à des experts, qu'Israël n'a aucun besoin de ces stations d'alerte. Lorsque nous avons parlé de ces stations d'alerte, à l'intérieur de la délégation israélienne, même les experts militaires le disaient. Entre nous, avons-nous vraiment besoin de ces structures avec toute la technologie dont nous disposons? Non, nous n'en avons pas besoin, mais c'est une aspirine. Cela peut nous aider à vendre l'accord par la suite. La première station d'alerte à Ribal va couvrir 90% des besoins israéliens. Les Israéliens voulaient 3 stations d'alerte, les Palestiniens en voulaient qu'une, et bien évidemment, la réponse a été 2. Donc nous avons gardé 2 stations d'alerte. Les questions militaires semblent se résumer à un simple marchandage, qui tourne finalement à l'avantage des Israéliens. Seconde question militaire à l'ordre du jour, le survol du futur État palestinien. L'aviation israélienne vole aujourd'hui sans limite au-dessus des territoires et entend pouvoir continuer. Franchement, depuis le début des négociations, à chaque fois que les Israéliens nous ont dit qu'ils avaient besoin de cet espace-là pour s'entraîner, personne n'a pu vraiment nous dire pourquoi. Leur réponse a toujours été « parce que nous en avons besoin ». Mais pourquoi Israël a besoin de s'entraîner dans l'espace aérien palestinien et surtout pourquoi elle ne peut pas le faire au-dessus d'Israël? Si vous regardez nos positions, nos ennemis potentiels viennent de l'Est. Donc la durée de vol entre le Jourdain et Jérusalem est d'1 minute. Pour atteindre Tel Aviv, comptez 3 minutes et demie ou 4 minutes. Si nous voulons vraiment arrêter un appareil ennemi, il faut que nous soyons le plus à l'est possible. Donc, dans ce cas, nous ne pouvons pas nous protéger sans être présents à l'Est. Une question. Est-ce que Israël ne survole pas la Syrie? Disposez-vous d'un système pour vous défendre contre les Syriens? Comment vous protégez-vous d'eux? Bien sûr, en Syrie, aujourd'hui, on survole les hauteurs du Golan. Mais si un jour il y a un accord de paix entre Israël et la Syrie, et qu'on leur rend le Golan, on volera seulement jusqu'à la frontière. Mais nous aurons encore une marge de 40 km. Ici, dans ce cas précis, si je veux protéger Jérusalem, comment faire? Je vais poser une autre question. Pouvez-vous me citer un pays souverain qui laisse un pays voisin survoler son espace aérien et qu'un tel accord soit permanent? De notre côté, nous avons des experts en sécurité qui sont à même de discuter de ces questions. De votre côté, vous n'avez pas vraiment d'experts en sécurité. Donc je ne pense pas que nous soyons dans une situation où nous pouvons réellement en discuter. L'ex-commandant Shlomo Braun enfonce le clou. Mais l'affaire est pliée. Israël obtient le droit de survoler l'espace aérien sous souveraineté palestinienne à des fins d'entraînement. Et encore une fois, et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, les négociations et les discussions sur les questions de sécurité n'ont pas fait l'objet de discussions extrêmement ardues, extrêmement intenses. Franchement, cela a été effectivement très facile et nous n'avons pas eu le sentiment de faire une grande faveur aux Israéliens. Nous avons pensé qu'il s'agissait aussi de notre intérêt, à nous, Palestiniens. Je parle en mon nom, mais je sais que cette idée est partagée par nombre de mes collègues. Je ne veux pas dépenser tout le budget de l'État dans une armée. Mieux vaut l'utiliser pour construire l'État. Un système de santé, un système d'éducation. Et de toute façon, pour être tout à fait clair, quelle que soit l'armée que pourrait avoir l'État palestinien, elle ne serait jamais assez forte pour se défendre contre quiconque. Alors pourquoi s'en préoccuper? En matière de sécurité, les Palestiniens n'ont pas eu voix au chapitre. Ils se rattrapent sur la question des prisonniers. En plus de 50 ans de conflit, des dizaines de milliers de Palestiniens ont été emprisonnés en Israël. En 2003, plus de 10 000 le sont encore. Leur libération a toujours été l'une des revendications principales de l'autorité palestinienne. En principe, la question n'était pas à l'ordre du jour de l'initiative de Genève, mais en février 2003, coup de théâtre. Hicham Abdelrazek, le ministre aux prisonniers, incarcéré pendant 21 ans en Israël, exige la libération de tous les détenus palestiniens. Comment se fait-il que nos délégations ne réussissent pas à parvenir à un accord définitif pour libérer tous les prisonniers qui se trouvent en Israël?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on prenne des soldats en otage afin d'obtenir la libération de nos prisonniers? Nous voulons qu'un accord final propose la libération de tous les prisonniers palestiniens et arabes. Le sujet des prisonniers n'était pas à l'ordre du jour. Il ne figurait pas dans le premier projet d'accord existant. Et troisièmement, il n'avait jamais été question d'en discuter ou d'en débattre. Et il y a tout d'un coup là, Hicham Abdelrazek qui hurle et tente de convaincre la contrepartie israélienne, et notamment le général Amnon Shak, ancien chef d'état-major, qui l'avait lui-même enfermé, que sans un accord sur les prisonniers, il n'y aurait jamais d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Ce dont nous nous sommes rendus compte alors que nous discutions, c'est que la question des prisonniers touche chaque foyer palestinien. Chaque Palestinien a eu à faire face à ce problème. Et nous avons compris que c'est une chose d'avoir des prisonniers lorsque le conflit est en cours. Mais lorsque le conflit s'achève, de même que l'on doit oublier beaucoup de ce que les Israéliens ont fait aux Palestiniens, les Israéliens doivent aussi pardonner ce qui a été commis par les Palestiniens. Si vous restez obsédé par la vengeance et le passé, vous ne pouvez pas mettre fin au conflit. Tous, quels que soient les crimes qu'ils aient commis, ils devraient être relâchés. Oui, à l'heure de la signature. Au moment de la signature? Oui, c'est ça. Aujourd'hui? Si demain? Oui, aujourd'hui, à l'heure de la signature. Non. Non, mon ami. Je dis autre chose. Notre accord, on le signe aujourd'hui. Moi, je suis prêt à vous dire... Et moi, je ne suis prêt que si on libère les prisonniers le jour de la signature. Je dis autre chose. Le débat s'enlise. Les discussions sont sans issue. Yasser Abed-Rabo, le chef de la délégation palestinienne, décide de prendre les choses en main et demande à parler à Hicham Abdelrazek en privé. Les Israéliens profitent de ce moment de pause pour faire le point entre eux. Si on accepte de relâcher tous les prisonniers, même ceux qui ont tué des dizaines d'Israéliens l'année dernière, personne en Israël ne voudra lire le reste de l'accord. Quelques heures plus tard, Yasser Abed-Rabo rapporte à la délégation palestinienne la position des Israéliens. Ensemble, ils choisissent la stratégie à mettre en place. Les Israéliens disent qu'il vaut mieux traiter de la question de la libération des prisonniers dans une annexe. Il faut qu'on leur réponde sur ce point. Je leur ai bien dit qu'il était impossible, dans le cadre d'un accord de paix définitif, qu'il n'y ait pas de texte clair sur la libération des prisonniers. La situation est bloquée. Les positions irréconciliables. Les négociateurs ont besoin d'aide. Ils décident de faire appel en urgence à l'Américain Matthew Hodges, spécialiste de la résolution des conflits. Ce dont on parle ici, c'est de la libération de prisonniers dans le cadre de la fin d'un conflit. Il n'y a dans ce cas aucune loi qui s'applique en dehors de la Convention de Genève. Ça vaut le coup d'aller y jeter un œil si on peut trouver une formulation adéquate à ce problème. Vous savez, ce dont je parle ici n'a rien de nouveau. Ce type de disposition a été pris à de nombreuses reprises. En Amérique centrale, en Afrique du Sud, en Irlande du Nord. La libération des prisonniers de l'IRA a été négociée. Je ne sais pas si le calendrier est complètement précis. Matthew a pu nous aider grâce à une analyse comparative très riche. Il a pu nous dire, regardez, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. C'était un tabou.
Mais il nous a dit, les Bosniaques ont brisé le tabou, les Guatémaltèques aussi. Du coup, c'est beaucoup plus facile de se dire que c'est normal et que c'est ainsi que les choses se passent. Je pense que Matthew a joué un rôle très important à cet égard. Au bout de 3 jours d'affrontement, les Israéliens plient. Le principe d'une libération totale des prisonniers, échelonné selon un calendrier, est sur le point d'être accepté. Les modalités et le calendrier devront être insérés dans une annexe spéciale. Bon alors, en d'autres termes, nous sommes en train de prendre un engagement pour leur libération dans le futur. Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront libérés le 21 février. Ils seront libérés selon les modalités et selon le calendrier qui seront mis en place lorsque l'accord sera signé. Le problème des prisonniers est l'un de ces dossiers qui a été continuellement réouvert. Nous n'avons obtenu une signature sur cette question qu'en Jordanie. À plusieurs reprises, on est revenu sur ce problème, on en a discuté et rediscuté. C'est une question très sensible, l'une de celles qui aurait pu torpiller les négociations. Pour le camp israélien, il était très difficile d'accepter que même les gens qui ont commis les actes les plus horribles à l'encontre de civils innocents pourraient retrouver la liberté. Les deux délégations sont à cran, alors qu'elles doivent aborder l'une des questions les plus sensibles du conflit, le sort de Jérusalem. En 1948, les forces israéliennes s'arrêtent devant les murailles de Jérusalem. La vieille ville et Jérusalem-Est restent sous souveraineté jordanienne, tandis que le nouvel État israélien prend Jérusalem-Ouest pour capitale. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, les troupes israéliennes entrent pour la première fois dans la vieille ville, où se trouve le mur des Lamentations, premier lieu saint du judaïsme, et occupent Jérusalem-Est. Très vite, les Israéliens s'implantent dans les quartiers arabes de Jérusalem. La partie palestinienne de la ville est ainsi séparée du reste de la Cisjordanie par 13 colonies que les Israéliens appellent pudiquement quartiers juifs. Il y a un seul morceau du territoire palestinien qu'Israël a formellement annexé mais ne considère pas comme étant un territoire occupé. Pour le monde, il s'agit d'un territoire occupé, mais pour Israël, c'est bel et bien un territoire israélien. Je veux parler de Jérusalem-Est. C'est là où se trouvent les 13 quartiers juifs. Pendant les négociations, la délégation israélienne avait clairement conscience qu'il lui fallait garder ces 13 quartiers juifs de Jérusalem-Est. Israël accepte pour la première fois le fait que Jérusalem sera divisée. Et divisée selon des critères démographiques, c'est-à-dire que les régions de Jérusalem-Est qui sont à prédominance arabe seront sous souveraineté palestinienne et ceux qui sont à prédominance juive seront sous souveraineté israélienne. Donc concession des deux côtés, évidemment les Palestiniens ont accepté le fait que des endroits de Jérusalem-Est qui leur appartenaient en principe reviendraient à Israël parce que des Juifs s'y étaient installés. Les Israéliens obtiennent de conserver 12 des 13 colonies. Ils n'abandonnent que celle de Haroma, située sur une colline que les Palestiniens appelaient Djebel Aburnaim. En retour, les Palestiniens obtiennent tout de même le droit de faire de Jérusalem-Est leur capitale. Reste à négocier la question la plus chargée de symboles, celle de la vieille ville. À Londres, en février 2003, les discussions commencent entre les deux spécialistes de Jérusalem, l'Israélien Menachem Klein et le Palestinien Nazmi Al-Jebeh. Ils sont d'accord sur un principe. La vieille ville doit être ouverte à tous, coupée seulement par une ligne frontière symbolique. Nazmi, est-ce qu'aujourd'hui tu peux te rendre dans le quartier juif? Bien sûr. Bien sûr. Dans le quartier juif? Oui. Et je peux t'y emmener si tu veux. Je peux te conduire au quartier juif, au départ de 15 ou 20 endroits différents. Rien qu'en passant par les toits. Parce que les maisons de la vieille ville sont collées entre elles. Et il n'y a pas de rue qui les sépare. Lorsqu'il y en a, on peut les enjamber par des arches. Si vous voulez, vous pouvez construire un mur et fermer toutes les entrées du quartier juif. Mais vous aurez encore des dizaines de maisons par les toits desquelles vous aurez accès au quartier juif. Vous aurez accès au marché et ailleurs. Comment résoudre tous ces problèmes?
Tout le monde a toujours été obsédé par la séparation, le fait de construire un mur. Tout le monde est obsédé par ça. Dans le monde civilisé, on détruit les murs. Nous en construisons. C'est fou. Construire un mur dans la vieille ville, je pense que c'est un très mauvais signe pour un accord de paix. Et aussi pour les touristes. Essayons plutôt de trouver un accord. Et si ça ne marche pas, ok, tant pis. Il faudra fermer le quartier juif. Rien de plus statique que les murs et les checkpoints, c'est certain. Au contraire, ce qu'il nous faut, c'est un système ouvert qui permette aux gens de traverser, d'entrer et de sortir. Parfois, en cas d'urgence, on fermerait. Mais la plupart du temps, tout serait ouvert et fluide, avec un minimum de contrôle. À Londres, la négociation sur la vieille ville était étonnamment calme, amicale et facile. Nous nous sommes dit, avançons sur le cas de Jérusalem avec l'aide des experts. Nasmi El-Jubé et Menachem Klein ont beaucoup de respect l'un envers l'autre. Ils se connaissent bien, ils savent travailler ensemble. Et il y avait très peu d'arrière-pensée politique. Lorsqu'on en est venu à un niveau plus politique, c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est en octobre 2003, en Jordanie, qu'apparaît le premier véritable désaccord entre les deux délégations sur Jérusalem. Les Israéliens souhaitent obtenir la souveraineté sur les portes d'accès situées à l'ouest de la vieille ville de Jérusalem, c'est-à-dire du côté d'Israël. Et en particulier sur la porte de Jaffa, l'un des deux principaux accès à la vieille ville. Donc, les portes qui donnent sur Jérusalem-Ouest seront israéliennes. Je parle de la porte de Jaffa, de la petite porte de Sion et de la porte des détritus. La principale entrée pour les Israéliens dans la vieille ville se fait par la porte de Jaffa. Nous la voulons. Mais Menachem, juste une remarque. Il n'y a pas de Juifs du côté de la porte de Jaffa. On n'y trouve que des Palestiniens. Pour nous, il est impossible de dire aux Juifs qui ont l'habitude de passer par la porte de Jaffa qu'ils se trouveront désormais en territoire palestinien. Pour les Palestiniens, la revendication israélienne sur la porte de Jaffa est illégitime. Les Israéliens font mine de céder, mais reviennent à la charge quelques jours plus tard. Il y a une ligne rouge que Yasser Abed Rabo a posée très clairement. Les Palestiniens ne quitteront pas la table des négociations sans avoir obtenu la souveraineté sur la porte de Jaffa. C'est plus ou moins ce que vous avez dit et vous l'avez défini comme une ligne rouge. Vous voulez cette porte. Afin d'avancer, de trouver un accord, nous acceptons. Nous vous octroyons la souveraineté sur la porte, à condition que nous puissions conserver nos petites habitudes. Nos petites habitudes, ça veut dire que les Israéliens puissent accéder, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, au mur des lamentations. Nous avons eu l'impression que les Israéliens demandaient la souveraineté sur la porte de Jaffa pour une simple question de commodité. Or, au début des négociations, avant même d'aborder ce point, nous nous étions mis d'accord sur le fait que nous ne demanderions pas des choses parce qu'elles nous étaient agréables, mais seulement parce que nous en avions réellement besoin. Mais là, nous avons vraiment senti que les Israéliens n'avaient pas besoin de la porte de Jaffa. C'était l'une des rares fois où nous avons eu l'impression qu'ils jouaient un jeu. Tout cela, franchement, nous ne pouvons l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous avons traité ce problème en une phrase et c'est assez pour l'instant pour la déclaration de principe. Après tout, la question du droit au retour des réfugiés, vous l'avez aussi évacuée en une seule phrase. Mais maintenant, vous voulez que l'on consacre des pages à une stupide porte ? Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Quelle raison se cache derrière tout ça ? Pourquoi, dès que l'on touche des points qui vous concernent, tout doit être très, très détaillé afin d'empêcher tout vide, alors que lorsqu'il s'agit de mes intérêts, on laisse des trous, des vides de la taille, non pas de la porte de Jaffa, mais de toutes les portes du monde. Il faudrait qu'il y ait un peu d'équilibre. Yasser, si le problème est la longueur de la phrase, nous pouvons trouver une phrase plus courte.
Non, le problème est que vous me donnez un mot, la souveraineté, mais que lorsque vous détaillez les mesures, vous enlevez toute valeur à ce mot. C'est ça le problème. Et j'ai déjà vécu ce genre de négociations depuis des années et des années. Et maintenant, personnellement, j'en ai marre. On était presque parvenus à rédiger l'accord. On avait presque tout fini. Mais nous avons eu le sentiment que les Israéliens traînaient un peu trop sur la porte de Jaffa, que ce n'était pas raisonnable de tout arrêter pour s'attarder si longuement sur cette question. Nous avons senti qu'il y avait là une volonté d'obstruction. Mais Yasser Abed-Rabo est aussi un habile négociateur. Je pense qu'en laissant éclater ses sentiments, il voulait clairement envoyer un signal. Il fallait mettre un terme aux discussions maintenant, sans quoi on courait le risque de les voir se poursuivre sans fin. Il y a un moment où l'on doit laisser parler ses émotions, s'exprimer avec force. Les Palestiniens obtiennent la souveraineté sur la porte de Jaffa, mais les Israéliens ne repartent pas les mains vides. Ils auront un accès sécurisé à la route reliant la porte de Jaffa à la porte de Sion, la plus proche du mur des Lamentations. Et la bataille n'est pas finie. Il reste à traiter de la question épineuse des lieux saints. Au cœur de la vieille ville, le mur des Lamentations est le principal lieu saint du judaïsme. Juste au-dessus, le mont du Temple, que l'on appelle aussi esplanade des mosquées, abrite le troisième lieu saint de l'islam, le Haram al-Sharif. Le voisinage des fidèles des deux religions pose des problèmes de sécurité et aucune des deux parties n'est prête à lâcher. Un Israélien et un Palestinien, aussi laïcs soient-ils, ils vivent dans la réalité palestinienne ou israélienne. Dieu en fait partie, que vous le vouliez ou non. Je ne suis pas en train de dire qu'Abraham Burg représentait Dieu dans la salle des négociations ce jour-là. Mais pour la délégation palestinienne aussi, il était très important d'entendre un authentique juif religieux prendre à bras-le-corps les débats sur le mur des Lamentations et sur le mont du Temple. Issu d'une famille de droite, Abraham Burg ne cache pas son attachement à la religion. Mais politiquement, il est considéré comme un progressiste. Concernant le mont du Temple, on sait qu'il a été marqué par 3 périodes. La première, c'est celle du Temple de Salomon. La deuxième, celle de la conquête arabe au 7e siècle. Et la troisième remonte au 19e siècle. Pour ce qui me concerne, seul le mur qui reste de la période du Temple de Salomon est sacré. Que ce soit écrit ou non, et en l'occurrence c'est écrit dans l'accord, on doit reconnaître le lien des Juifs avec cet endroit. Autrement dit, nous étions prêts à accepter qu'Israël n'ait pas la souveraineté sur le mont du Temple, en échange d'une reconnaissance de notre légitimité historique sur ce site. Si les Palestiniens le reconnaissent, alors ils peuvent avoir la souveraineté qui de toute façon ne nous appartient pas. Mais s'ils nient que nous avons un lien avec cet endroit, alors qu'ils aillent se faire voir. C'est ce qui s'est joué à ce moment-là et cela se voit dans le texte de l'accord. Les Palestiniens ont reconnu l'importance pour les Israéliens du mur des Lamentations et leur en laissent la souveraineté. Mais juste au-dessus du mur, l'esplanade des mosquées continue de poser problème. Les Palestiniens en réclament la souveraineté pleine et entière. Nous avons reconnu sur le papier et sur la carte que l'esplanade des mosquées était sous souveraineté palestinienne. Nous reconnaissons que ce lieu a une importance pour les Juifs, pour la nation juive et pour la religion juive. Cela nous permet de revenir vers les Palestiniens et de leur dire « Nous avons la souveraineté ». De leur côté, les Israéliens peuvent revenir vers les leurs et leur dire « Notre lien au temple est reconnu ». En même temps, ils peuvent dire que leur intérêt n'a pas été oublié. On a posé suffisamment de garde-fous pour qu'il n'y ait pas de fouilles sous le mur, ni d'atteinte au caractère du lieu. C'était un compromis.
Il n'a pu être véritablement conclu qu'à la fin des négociations, au moment où nous avons parlé du droit au retour. Ce sont deux questions pour lesquelles il n'y a pas de solution rationnelle et il fallait les résoudre par une décision à la fois politique et symbolique. Dans les accords de Genève, le sort du principal lieu saint de l'islam, le Haram al-Sharif, se retrouve lié à celui des réfugiés. Le droit au retour des réfugiés, c'est la possibilité pour les 800 000 Palestiniens et leurs descendants chassés de leurs terres en 1948 de pouvoir revenir en Israël. Ce droit a été reconnu dès le mois de septembre 1948 par la résolution 194 des Nations Unies, une résolution restée jusqu'à maintenant sans effet. C'est le sujet tabou par excellence, qui avait déjà bloqué les négociations précédentes. Et lors des discussions de Genève en février 2003 à Londres, Yossi Beilin sait qu'il marche sur des œufs lorsqu'il propose un deal. Pour les Palestiniens, le problème du droit au retour des réfugiés est bien sûr très important. Et nous espérons qu'il puisse faire partie d'un deal qui lie les deux questions, celle du mont du Temple et celle des réfugiés. Yossi Beilin crée une forte émotion en demandant aux Palestiniens de renoncer au droit au retour en échange de la souveraineté sur l'esplanade des mosquées. Bon, je pense qu'il faut comprendre pourquoi la question des réfugiés est tellement émotionnelle et tellement au centre de ce conflit. Elle l'est parce que la question des réfugiés, elle est existentielle pour les deux. Pour Israël, c'est évident. C'est-à-dire que si 4 millions de réfugiés palestiniens revenaient en Israël, il n'y aurait plus d'État juif. À terme, ce serait un État palestinien. Donc, d'où l'idée israélienne que si les Palestiniens veulent un droit de retour sans contrainte, cela voudrait dire une solution à 2 États, mais 2 États palestiniens. Mais du côté palestinien, n'oublions pas que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, le mouvement national palestinien, il est né non pas en 1967, date à laquelle Israël occupe la Cisjordanie et Gaza, mais bien avant, après 1948, après la naissance de l'État d'Israël et dans les décennies qui suivent, avec au cœur la question des réfugiés. Yasser Arafat est un réfugié, les dirigeants palestiniens sont des réfugiés. Selon la proposition israélienne, les réfugiés pourraient aller vivre dans le nouvel État palestinien, rester dans leur pays d'accueil, demander l'asile dans un autre pays ou, dernière option, déposer une demande pour venir s'installer en Israël. Mais dans ce cas, l'acceptation du dossier serait soumise au bon vouloir de l'administration israélienne. La délégation palestinienne finit par accepter le marché, mais refuse de voir écrit noir sur blanc le renoncement au droit au retour. Oui. Je sais que ce que vous voulez, c'est que ce soit écrit aussi clairement que possible. Je le sais. C'est bien là le problème. Parce que d'un côté, vous dites d'accord, et de l'autre, vous laissez une phrase qui peut être interprétée dans un autre sens. Cela peut laisser croire que vous reconnaissez le droit au retour en Israël. On reconnaît ce droit en théorie. Il y a des droits qui peuvent être reconnus par principe, mais qu'on n'applique pas. Les Israéliens tentent alors de dépassionner le débat, en posant les termes du problème de la façon la plus technique possible. À la place de droit au retour, ils parlent d'un lieu permanent de résidence, qui serait le point de chute possible des réfugiés. Si nous, les Palestiniens, nous abandonnons le droit au retour, cela signifie que nous acceptons la version israélienne de ce qui s'est passé en 1948. Ce serait nier notre lien à la terre. Ce qui est très difficile, ce n'est pas une question pratique, c'est émotionnel. Cela va jusqu'au plus profond de notre identité. Ce que nous avons essayé de faire en tant que juristes, c'est d'utiliser les mots les plus secs, les plus techniques, les plus ennuyeux, ceux qui n'ont pas la moindre connotation émotionnelle. Explique-moi quel problème pose le mot résidence. La connotation du mot résidence, c'est que... Qu'on est en deçà de la citoyenneté? Oui, une connotation de non-citoyenneté. Que penses-tu d'habitants? Du terme gens. Le mot permanent, ça va? Le mot lieu, ça va? Tu veux une expression qui signifie le plein droit de... Non, pas le plein droit. Qu'ils ne sont pas des citoyens de seconde zone, c'est le problème? C'est l'un des problèmes. Non mais ici... On cherchait les mots pour dire
il n'y a pas de droit au retour, mais en essayant de ménager les sensibilités. Cela va être crucial dans toute négociation. Si les négociateurs israéliens veulent que les Palestiniens disent « Nous n'avons pas de droit au retour, les réfugiés ne peuvent rien réclamer et ce serait une honte qu'ils réclament quoi que ce soit », ils n'iront nulle part. Il faut comprendre le poids de ce problème. Il faut accompagner l'abandon du droit au retour par la reconnaissance de ce que les Palestiniens ont subi, par des compensations financières, par différentes options pour les réfugiés, en donnant la priorité à ceux du Liban. Finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre la pilule plus digeste pour les Palestiniens. Les Israéliens sont persuadés d'avoir obtenu des Palestiniens qu'ils renoncent au droit au retour des réfugiés. Mais à quelques heures de la signature de l'accord, les Palestiniens réouvrent le dossier. Vous savez exactement ce que le mot « retour » signifie pour nous. Vous le savez. Maintenant, dites-moi franchement, vous voulez vraiment rouvrir la discussion, peu importe là où elle nous mène? Vous ne pensez pas qu'on devrait éviter de perdre le temps qui nous reste pour finalement en arriver à la même conclusion? Nous ne pouvons pas accepter ce mot de retour et revenir sur une version avec laquelle vous étiez d'accord. Si vous voulez rouvrir le dossier, je veux aussi rouvrir immédiatement, sans attendre, le dossier de l'esplanade des mosquées. Le marché que je vais rapporter à mon peuple, c'est... Écoutez, je voulais deux choses. Je voulais la souveraineté sur l'esplanade des mosquées et je ne voulais pas de droit au retour. Je n'ai pas pu tout obtenir. On a fait un compromis et j'ai donc abandonné un pan de mon passé dans l'intérêt de mon futur. Mais je ne peux pas revenir chez moi et dire « j'ai abandonné l'esplanade des mosquées et je leur ai accordé le droit au retour ». On avait passé un marché brillant. Je ne vais pas en répéter les termes ici. Vous aviez l'esplanade des mosquées et j'avais le droit au retour. Si vous voulez revenir sur le droit au retour, alors je reviens sur l'esplanade des mosquées. Pour les Palestiniens, concéder sur la question du droit de retour, cela veut dire concéder sur ce qui a été pour eux la raison de leur combat. Genève part de ce principe-là, l'accepte, c'est-à-dire le menu de choix, mais il ajoute quelque chose qui est peut-être... c'est peut-être une chose de trop pour les Israéliens. Encore une fois, on le verra dans les négociations futures. Il dit qu'Israël s'engage à accueillir la moyenne de ce que tous les autres pays tiers accepteront. C'est-à-dire, non pas la Palestine, mais tous les autres pays, que ce soit les États-Unis, la Suède, la France, le Liban, etc. Mais cela introduit un élément d'incertitude que les Israéliens veulent à tout prix éviter. Ils veulent être certains qu'ils auront le contrôle absolu du nombre de réfugiés qu'ils accueilleront, qui sera extrêmement petit, qui sera sur la base humanitaire peut-être ou de regroupement familial. Finalement, sur la question des réfugiés, aucune des deux délégations n'est vraiment satisfaite de l'accord. Les négociateurs savent que leur peuple n'est pas prêt à accepter les concessions qu'ils ont faites. Si en Israël, l'accord est jugé trop généreux, les Palestiniens, eux, sont accusés par les leurs d'avoir bradé le droit au retour. L'initiative de Genève est extrêmement bien accueillie par les chancelleries et les médias occidentaux. Mais les négociateurs, porteurs de positions souvent minoritaires dans leurs opinions respectives, n'ont pas rencontré l'écho espéré sur le terrain. Au moins, ont-ils montré la voie d'un accord possible. Les accords de Genève ont montré de façon indiscutable qu'entre Palestiniens et Israéliens modérés mais nationalistes, patriotiques, on pouvait obtenir un accord qui respecte les intérêts vitaux des uns et des autres. Ce simple fait est révolutionnaire. Donc ça, c'est un acquis, et c'est un premier acquis. Deuxième acquis, c'est la substance de l'accord. C'est-à-dire que, alors qu'aujourd'hui, on discute peut-être de nouvelles négociations de statut final, on pourra toujours s'en servir comme référence. Ça fait du bien de savoir que des gens qui étaient à l'époque contre cet accord disent aujourd'hui « Alors, voyons ce que dit l'initiative de Genève là-dessus, parce qu'on va rencontrer les Palestiniens demain, et je me demande s'il y a quelque chose à y prendre. » Pour nous, en vérité, cela compte énormément que des gens de l'extérieur disent à présent « C'est possible, c'est juste une question de courage et de volonté politique. »
Les négociations ne dépendent pas uniquement du fond, elles dépendent aussi de la volonté politique des dirigeants. Au cours des 4 ou 5 dernières années qui ont suivi la signature de Genève, il n'y a jamais eu de dirigeants, ni palestiniens, ni israéliens, prêts à prendre les risques nécessaires. Il y a en ce moment même des efforts pour faire revivre les négociations. Espérons qu'ils mènent quelque part.